Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'invitation. Je suis très honoré de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui et merci beaucoup aussi pour cette présentation très élogieuse qui me fait un peu rougir. Je suis content que vous ayez fait allusion à ces aspects éthiques qui me touchent beaucoup. Et je pense effectivement que notre société devrait un peu plus se pencher sur les problèmes de fin de vie quand on est dans un état grave à l'hôpital et qu'on n'a pas l'occasion de nécessairement s'exprimer quant à une préférence pour une fin de vie paisible et sans souffrance. Mais ceci n'est pas mon sujet aujourd'hui, encore que c'est vrai que dans le sujet du sepsis, nous verrons que les taux de mortalité sont élevés. C'est un sujet qui est important aujourd'hui et qui devient de plus en plus important. J'ai pris ici une image qui vient de sortir dans Critical Care Medicine de ce mois et qui nous montre au fil des années l'incidence du choc septique, la forme la plus grave d'infection, avec un taux de mortalité qui diminue quelque peu, mais qui reste quand même bien au-dessus des 30%. Les infections sont devenues extrêmement fréquentes, et en particulier dans les soins intensifs, qui effectivement représentent mon environnement professionnel. Nous avons mené il y a quelques années cette étude internationale qui était réalisée sur une base purement volontaire. Nous avons demandé aux intensivistes de par le monde de réaliser une sorte de snapshot, une sorte de photo des malades qui se trouvaient dans leur service des soins intensifs. Et vous voyez que la participation a été remarquable. Plus de 14 000 malades ont été inclus dans l'étude. Et vous voyez le nombre de malades infectés parmi les malades graves hospitalisés, c'est une petite majorité. Et ceci est vrai partout dans le monde. Et si vous regardez le nombre de malades qui sont même traités par antibiotiques dans les unités de soins intensifs de par le monde, c'est une moyenne de 71%. Il y a un petit nombre de malades qui reçoivent des antibiotiques à titre prophylactique, mais en général, c'est dans le cadre du traitement d'une infection. Et les malades infectés, effectivement, du tout venant, en soins intensifs, ont un taux de mortalité de 25%. Une personne sur 4 décédera, c'est beaucoup plus que les malades non infectés hospitalisés. Parfois, le sepsis, nous le savons, peut prendre des formes fulgurantes. Voici un malade adulte, vous le voyez, qui a quelques petites pétichis, quelques petites taches rouges sur les pieds. C'était un malade qui était splénectomisé, il a fait une septicémie, on peut le dire ici, et il a malheureusement perdu plusieurs doigts dans sa maladie. Nous lui avons sauvé la vie, il était quasiment mort à un moment, mais voilà la forme la plus fulgurante, la plus sévère du sepsis. Mais, je vais vous le montrer, si le sepsis est si fréquent, c'est qu'il y a évidemment des formes moins fulgurantes que cela. Et notamment chez les personnes âgées. Regardez l'incidence en fonction de l'âge, lorsqu'on dépasse les 65, 70, 80 ans, l'incidence du sepsis augmente et le taux de mortalité aussi. On peut penser à certaines personnes célèbres qui sont décédées dans un tableau de sepsis, mais la liste est longue. Et il y a même des sites internet qui vous reprennent les Napoléon III et les Jack Barrett, etc., qui sont décédés de sepsis. Parfois des personnes jeunes, même des top modèles, le sepsis peut nous atteindre tous. Donc je vais vous parler d'un tableau extrêmement hétérogène. Je ne parle pas d'une maladie, je parle finalement d'un syndrome qui peut atteindre une personne âgée qui a une pneumonie, une personne un peu plus jeune qui a une pancréatite avec de multiples abcès, une personne qui a ce qu'on appelle une CAP, c'est-à-dire Community Acquired Pneumonia, donc une pneumonie acquise en dehors de l'hôpital, ou ça peut être une jeune personne qui a une infection sévère des voies urinaires. Voilà. Donc je vais vous parler d'un tableau extrêmement hétérogène qui peut être associé à toute une série de maladies. Qu'est le sepsis? Beaucoup d'entre vous, je pense, ne voient pas très clair dans ce que nous appelons le sepsis. Ah, septicémie, oui, 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 nous avons entendu parler de cela, mais le terme de septicémie, en fait, est un terme que nous estimons désuet.
par convention internationale. Parce que septicémie veut dire sepsis plus des microbes dans le sang, les hémocultures positives, les cultures du sang positives. Mais on peut très bien avoir un sepsis très sévère sans avoir de microbes dans le sang. Et donc c'est un concept un peu dépassé qui est celui de « Ah, il y a même des microbes dans le sang ». Alors, allons-y. Essayons de séparer infection et sepsis. Quand on parle d'une infection, à quoi pense-t-on? On pense essentiellement à un processus microbiologique. On pense à une bactérie ou un virus ou un champignon qui nous envahit. Et si possible, on parle de l'organe incriminé. Il a fait une infection urinaire, un Escherichia coli. Il a fait une méningite, un méningocoque. Elle a fait une pneumonie, un pneumocoque. Justement, on parle de source, mais on parle aussi, si possible, du micro-organisme, qui n'est pas nécessairement trouvé dans le sang, mais qui peut être trouvé ailleurs, comme dans les expectorations, s'il s'agit d'une pneumonie. Quand on pense au sepsis, quand un médecin dit « j'ai un malade ici, je pense qu'il est septique », il se réfère essentiellement à la réponse de l'individu à cette infection. On pense à tout ceci. Je ne suis pas immunologue, et on ne va pas passer son dimanche matin à revoir toutes ces cytokines et autres médiateurs. Les cytokines, par opposition aux hormones, sont des substances qui sont sécrétées directement par une cellule pour influencer la cellule elle-même ou la cellule avoisinante. Quand j'ai un abcès dentaire, je libère plein de cytokines localement et c'est pour ça qu'il y a le gonflement et cette réaction inflammatoire. Les hormones circulent pour aller influencer le fonctionnement d'autres organes dans l'individu. Les cytokines peuvent induire toute une série de réponses cellulaires, humorales et autres. Dans la partie inférieure de l'image, vous voyez des cellules endothéliales qui bordent nos vaisseaux partout dans l'organisme et qui vont elles-mêmes libérer toute une série de substances, qui vont même activer la coagulation, probablement parce que dans l'évolution animale, le fait d'avoir des microthromboses pouvait limiter la propagation de l'infection. Et c'est resté jusqu'à nous. Mais donc, nous avons une réponse à l'infection, et c'est bien si on n'est pas immunosupprimé, mais effectivement, nous allons frissonner, avoir de la fièvre. C'est une sorte de bataille que nous allons livrer vis-à-vis de l'envahisseur de notre organisme, vis-à-vis de ce microbe qui ose entrer dans notre corps et dont nous devons nous défaire, parce que sinon notre organisme pourrait effectivement être très altéré par le micro-organisme. Mais il y a un moment où cette riposte de l'organisme est peut-être exagérée, parce que l'organisme devient un peu fou, un peu comme l'armée qui serait trop excitée vis-à-vis d'un envahisseur et qui commencerait à tirer dans tous les coins. Ben oui, on sait bien que la guerre peut altérer pas mal de choses dans le pays qui est envahi, en partie parce que nous allons peut-être réagir de manière importante à cette invasion. Mais effectivement, quand on y pense, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans d'autres affections. L'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, les colites inflammatoires. Il y a aussi une réaction inflammatoire qui devient exagérée, mais là c'est évidemment à plus long terme, avec toutes les conséquences que les rhumatologues ou les gastro-entérologues connaissent bien. Si on remonte un peu dans l'histoire, le terme de sepsé, ou sepsein, veut dire putréfaction. Et donc c'est un terme qui était déjà utilisé par Hippocrate. Non pas que Hippocrate connaissait grand-chose aux infections sévères, évidemment, mais il avait déjà identifié cette affection qui pouvait évidemment entraîner le décès assez rapidement. Mais quand on y pense maintenant que nous connaissons ces micro-organismes, comme disait ma grand-mère, est-ce que vous pensez que les petites bêtes mangent si facilement les grosses? Est-ce que vous pensez que ce petit pseudomonas ou ce petit staphylocoque pourrait nous tuer si vite? Ça ferait être un processus qui doit prendre du temps. Eh bien, c'est William Osler, il y a une centaine d'années, qui, au Canada, à Toronto, disait, excepté peut-être dans certains cas, ce n'est pas... Le patient semble mourir plutôt de la réponse à l'infection
que de l'infection elle-même. Et justement, alors, on a commencé à développer ce concept suivant lequel la réponse de l'autre peut devenir inadaptée. Et il y a déjà 3 ans maintenant, nous avons écrit ce texte en disant que le sepsis est une affection qui met la vie de la personne en danger, et elle survient lorsque la réponse de l'individu à une infection atteint finalement ses propres tissus et organes. Et nous avons écrit ces lignes pas seulement pour un public médical, mais pour un public en général. Et nous avons dit que le sepsis peut mener au choc, qui est une situation entre la vie et la mort, la défaillance multisystémique et la mort, surtout si on ne l'identifie pas rapidement et ne le traite pas rapidement. Et donc ça reste une cause de décès d'infection qui est extrêmement importante, malgré les progrès en médecine, y compris les antibiotiques, les vaccins et la médecine aiguë. C'est important de le dire pour ne pas que les autorités disent « Ah oui, c'est ça, vous avez besoin de nouveaux antibiotiques, n'est-ce pas ?» Oui, on a besoin de nouveaux, mais bien sûr, mais il n'y a pas que cela. Et c'est ce que je vais vous montrer dans quelques minutes. Il y a des millions de personnes qui meurent du sepsis dans le monde chaque année. Évidemment, on peut penser à la malaria aussi, on peut penser à la dengue, on peut penser à plein d'autres choses dans une série de pays peut-être plus exotiques que la Belgique. Alors, nous avons écrit ici, il y a 2 mois, un papier dans Lancet qui nous permet de remettre un petit peu les choses ensemble. En disant, vous savez, le sepsis, c'est pas seulement un peu de fièvre, je reste chez moi parce que je me sens pas bien, je crois que j'ai la grippe. Non. Quand à l'hôpital, on vous appelle en disant, vous savez, j'ai un malade ici qui est septique, on veut dire que c'est un malade qui a vraiment une défaillance d'organes, qui a besoin d'aller en soins intensifs, sauf s'il y a des limitations éthiques dont nous faisions allusion tout à l'heure. L'infection peut mener à une défaillance d'organes, bien sûr. Pensons à une pneumonie sévère qui mène à l'insuffisance respiratoire. Mais le décès, s'il doit survenir suite à une infection, survient plutôt à cause de la réponse inappropriée de l'hôte, pas le sepsis, qui mène à la défaillance multisystémique. Et effectivement, alors, on retrouve des malades qui ont besoin d'un respirateur pour respirer, d'une machine de dialyse ou d'hémofiltration pour les reins, de médicaments vasoactifs pour soutenir la circulation, etc. Et puis finalement, on décide d'arrêter, et c'est l'arrêt thérapeutique qui doit survenir. Alors, quand on a un malade septique, si on veut être systématique, on passe en revue 6 éléments. Et j'aime bien montrer les 6 doigts quand nous faisons le tour des malades en soins intensifs, la visite, comme on dit en France. On passe en revue les aspects circulatoires. Comment est la circulation du malade? Est-ce que la tension est bien préservée? Est-ce que le cœur pompe suffisamment? Le système respiratoire. Est-ce que le malade a assez d'oxygène? Est-ce qu'il a besoin d'un respirateur? La fonction rénale. Est-ce que la créatinine monte? Est-ce que le malade n'est pas oligurique? Est-ce qu'il fait encore suffisamment d'urine? Le système hématologique, parce que la coagulation peut être altérée. Est-ce que le malade n'est pas comateux? Et est-ce que le malade ne devient pas jaune? Parce que dans les sepsis, on peut toujours devenir ictérique, même quand il ne s'agit pas d'hépatite ni d'insuffisance hépatique. Et on peut d'ailleurs quantifier ces différents éléments, non pas dans la vie de tous les jours, on ne va pas faire ça au chevet du malade, mais dans les études scientifiques. Si on veut rapporter des données portant sur un certain nombre de malades, on peut calculer un score de défaillance d'organes qui nous permet d'apporter une note plus objective à cette défaillance organique. Et lorsque le système cardiovasculaire défaille, hypotension, on a besoin de médicaments pour remonter la tension, c'est ce qu'on appelle le choc circulatoire. Le choc circulatoire est une situation entre la vie et la mort. Il y a généralement une hypotension, mais le choc, c'est plus que simplement une hypotension. L'hypotension, c'est un signe de choc. Le choc, c'est une altération de perfusion des organes. Alors, il faut essayer de voir à l'intérieur de l'organisme. Comment peut-on regarder à l'intérieur d'un organisme que nous examinons? C'est un petit peu comme quand il y a une catastrophe naturelle. Si on veut voir ce qui se passe, et si les gens ont besoin d'aide ou pas, ben on regarde par les fenêtres. Eh bien, pour le choc, nous avons en fait 3 fenêtres de l'insuffisance circulatoire. Si nous sommes appelés au chevet d'un malade qui, entre guillemets, n'est pas bien, eh bien, nous allons regarder la peau, nous allons voir comment
la circulation périphérique se fait. Nous allons regarder les reins. Est-ce que le malade urine? Et avec une sonde vésicale, on peut évidemment suivre ça de manière assez précise, heure par heure. Et est-ce que le malade n'est pas moins bien orienté, un peu confus, un petit peu comme vous et moi nous pourrions être si on nous réveille brutalement au milieu de la nuit, pendant une demi-seconde, on est un peu perdu. Une demi-seconde. Ici, c'est évidemment prolongé parce que la circulation cérébrale ne se fait plus bien. J'adorerais vous parler d'autres fenêtres, mais je ne vois pas lesquelles. Et nous ne voyons pas lesquelles. Ce serait bien de voir si le tube digestif n'est pas hypoperfusé, mais c'est très difficile à faire. La réponse métabolique, c'est difficile à apprécier. Ah oui, nous avons un test biologique. Quand les tissus n'ont pas assez d'oxygène, ils développent une hyperlactatémie avec un taux de lactate typiquement au-dessus de 2 milléquivalents par litre. Et heureusement, il y a maintenant des analyseurs très simples qu'on peut utiliser un peu partout. Donc voilà le triangle du choc circulatoire, c'est l'hypotension, l'altération de perfusion tissulaire et l'augmentation des taux de lactate sanguin. Ça, ce sont des éléments à reconnaître. Revenons au sepsis de manière plus globale. Pas seulement le choc septique qui est la forme la plus grave, mais le sepsis avec les défaillances d'organes qui y sont généralement associées. Nous avons vraiment besoin de biomarqueurs. Nous avons besoin de biomarqueurs, peut-être déjà pour identifier plus vite le micro-organisme, puisque maintenant nous attendons le résultat des cultures de sang, des cultures d'expectoration. Tout ça prend du temps, et évidemment ça prendrait un exposé en tant que tel que de parler des nouvelles méthodes qui nous permettent d'identifier, par exemple, le DNA bactérien plus rapidement. C'est un sujet très actuel, en pleine expansion. Il y a évidemment des conséquences en termes de coûts. Mais ce ne sera pas trop mon exposé aujourd'hui. Je ne fais qu'y toucher. Il y a aussi les marqueurs de la réponse de l'individu à l'infection. Ça, c'est quelque chose qui vient de nous. Et les cliniciens connaissent bien la CRP, la C-reactive protein, qui est un marqueur de l'inflammation. Voilà, voilà. Donc si c'est très élevé, ça voudrait dire qu'il y a une inflammation très sévère. Je vais vous parler dans un instant d'autres marqueurs. Mais donc ça, ce sont des marqueurs qui proviennent de l'individu lui-même, et il y en a plein. Nous avons récemment publié une revue de 170 biomarqueurs de sepsis. Et la CRP est beaucoup utilisée en Belgique parce que c'est pas cher, c'est quasiment gratuit, mais ce n'est pas très spécifique. D'aucuns diront peut-être que la procalcitonine est un meilleur marqueur de l'infection et de la réponse de l'hôte à l'infection. Alors les endocrinologues froncent les sourcils en disant mais la procalcitonine, ça c'est la pro-hormone de la calcitonine, ça a à voir avec le métabolisme osseux, ça. Effectivement, M. Brouillon, près de Paris, a trouvé un peu par hasard que dans les infections sévères, les taux sanguins de procalcitonine sont élevés. Pourquoi? On n'est pas certain qu'on sait exactement pourquoi. Toujours est-il que ça peut être un marqueur parmi d'autres de l'infection sévère. Alors pourquoi a-t-on besoin de ces marqueurs? D'abord pour identifier une infection. Mais effectivement, un petit peu comme si on devait suspecter un infarctus, ben on doserait la troponine dans le sang, qui est le meilleur marqueur de la nécrose myocardique aujourd'hui. Si on pouvait mesurer quelque chose qui nous dit « Ah, le malade a une infection sévère », ce serait intéressant. Et d'ailleurs, c'est l'évolution dans le temps qui pourrait être intéressante. C'est comme ça que nous regardons les taux de CRP en clinique courante. Le marqueur pourrait aussi être évidemment un indice de sévérité. Si l'inflammation est plus sévère, peut-être que le malade doit déjà rester à l'hôpital plutôt que de rentrer chez lui, mais de toute façon, s'il y a une défaillance d'organes, on va le garder à l'hôpital et on va peut-être le mettre en soins intensifs. Mais aussi, une application intéressante, c'est d'avoir des mesures répétées de ces marqueurs pour s'assurer que le malade répond bien au traitement, que ce soit le traitement antibiotique ou le traitement chirurgical. On peut s'attendre, quand on est sur la bonne voie, à ce que les marqueurs diminuent dans le temps, comme nous et d'autres l'avons montré. On est en train de parler de quelque chose de complexe, le sepsis, c'est extrêmement hétérogène. Et ça peut soulever des questions assez intéressantes. Une question que nous nous sommes posées il y a quelques années maintenant, c'est
tiens, est-ce que les malades diabétiques, est-ce qu'ils en sortent moins bien que les autres? A priori, on leur avait dit, bah oui, quand même, diabétique, on est altéré, la circulation peut être altérée par la micro-angiopathie du diabète, etc. Et puis les malades diabétiques, ils font plus facilement des infections, infections urinaires, infections de peau, etc. C'est quelque chose d'assez connu. Eh bien, dans la population en général de soins intensifs, on a fait cette étude en Europe, on s'est rendu compte que les malades qui ont un diabète, en général, sont plus enclins à avoir une défaillance rénale. Ça, on s'y attend. Les malades diabétiques ont évidemment une néphropathie diabétique. C'est une complication bien connue du diabète. OK. Et donc, ils ont même besoin, plus souvent, d'hémofiltration ou d'hémodialyse, parce que les reins défaillent plus souvent. Mais en fait, la mortalité totale, elle est la même. C'est assez intriguant. En fait, ils ont déjà une affection plus importante des reins, et néanmoins, ils ont une survie en soins intensifs qui n'est pas moins bonne. On ne dira pas en soins intensifs, ouh là là, le diabète. Évidemment, s'il a un diabète très avancé, bien sûr, ça fait partie de la défaillance d'organes, mais le fait même d'avoir un diabète en tant que tel n'altère pas la survie. Alors, si on regarde sur les malades ayant un sepsis, nous avons fait ça dans le cadre d'une étude sur laquelle je vais revenir dans un moment, eh bien, les malades diabétiques ont un taux de sucre qui est souvent plus élevé que les autres, ça ne nous étonne pas particulièrement. Ils ont effectivement, quand ils ont un sepsis, ils ont aussi plus souvent une insuffisance rénale, mais même chose, même observation. La mortalité n'est pas plus élevée que pour les autres malades. Par contre, l'hyperglycémie est associée à une mortalité plus élevée, quelque chose que nos amis de la KUF, Vandenberg et collaborateurs, a souligné. Mme Vandenberg a fait d'excellentes études sur l'hyperglycémie chez les malades de soins intensifs. Donc, vous voyez, c'est quelque chose en passant qui est assez intéressant parce qu'on découvre parfois des choses assez surprenantes quand on étudie un peu l'épidémiologie et la survie de ces malades. Donc j'espère vous avoir déjà montré que le sepsis est très hétérogène, de par les signes de sepsis. Il y a la fièvre, il y a l'augmentation de ces taux de CRP, de procalcitonine, etc. Les sources d'infection, ça peut être les poumons, ça peut être l'abdomen, la péritonite, ça peut être une autre source. La microbiologie, des grammes positifs, des grammes négatifs, etc. La fonction des organes, ça peut être un peu des poumons, un peu des reins, etc. Choc, est-ce qu'il y a choc ou pas? Ah oui, situation gravissime quand la circulation est profondément altérée. Les comorbidités peuvent influencer. Et d'ailleurs, les médicaments que les malades peuvent prendre, évidemment, celui qui est traité par corticoïdes aura une réaction différente et moins importante que les autres. Les facteurs génétiques, je n'en dirai pas grand-chose, faute de temps. Mais les facteurs génétiques peuvent influencer évidemment la survie du sepsis, ça n'est pas étonnant, c'est vrai pour toutes les maladies. Mais en fait, on a pu surtout le montrer dans le sepsis pour les jeunes qui ont des méningococcémies. Parce qu'au départ, ce sont des jeunes qui sont relativement bien portants, et là, les facteurs génétiques peuvent influencer l'outcome, la survie. Mais quand vous en arrivez à des malades de 80 ans qui ont déjà eu un accident vasculaire cérébral, qui ont déjà eu un infarctus et qui développent un sepsis, les facteurs génétiques sont masqués par beaucoup d'autres éléments. Le status immunologique, et puis tout ça peut évoluer dans le temps. Vous voyez qu'on est en train de parler d'une nébuleuse assez complexe. Mais peut-être pour simplifier, on pourrait voir une analogie entre le sepsis et le cancer. Finalement, le sepsis peut entreprendre à peu près n'importe quel organe de l'individu comme le cancer. C'est une réponse cellulaire qui devient inadéquate comme le cancer. Il peut y avoir des biomarqueurs comme le cancer. Il peut y avoir besoin d'intervention chirurgicale comme pour un cancer. Les taux de mortalité sont élevés comme pour le cancer. C'est pas idiot de faire cette comparaison et qui reviendra d'ailleurs quand nous parlerons de traitement plus spécifique du sepsis. Et puis, en termes de fréquence, le sepsis est aussi fréquent que le cancer du sein. C'est plus fréquent que le cancer du sein. Je dis bien plus fréquent que le cancer du sein. Mais je répète, ce n'est pas une maladie. Donc, on peut avoir un sepsis associé à beaucoup d'autres maladies.
mais c'est extrêmement fréquent. Bon, alors, peut-être, s'il y a une telle hétérogénéité, qu'on pourrait aussi faire un parallélisme avec la manière d'apprécier l'extension d'un cancer. Nous savons que dans le cancer, on peut utiliser la classification TNM, tumeur, ganglion, métastase. Eh bien ici, il y a déjà une dizaine d'années, nous avons développé le PIRO. Le PIRO pour facteur prédisposant. Quelle est l'histoire du malade? Quel est son âge? Est-ce qu'il est immunosupprimé, etc. Les facteurs infectieux, quelle est la source d'infection? Quel est le micro-organisme en cause? Les facteurs de réponse, la fièvre, la CRP, etc., les marqueurs dont je parlais. Et au organ dysfunction, quels sont les éléments caractérisant la défaillance d'organes? Ah, c'est pas une grande découverte, non, 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 non. C'est une manière, finalement, de prendre exemple de nos amis cancérologues et de dire, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu plus systématique et ainsi classifier un peu ces différents éléments plutôt que de les jeter tous ensemble, une sorte de soupe qui devient difficile à comprendre. Je vais vous parler du traitement. Nous avons établi des guidelines internationales, et ceci est déjà la révision de la révision de la révision. On a commencé à Bruxelles d'ailleurs en 2001, à Genval. J'avais enfermé mes collègues pendant un week-end dans un hôtel à Genval. Et nous avons fait les premières guidelines pour le traitement des infections sévères en soins intensifs. Et ceci est l'update publié il y a quelques mois. J'aime bien considérer trois aspects dans la prise en charge du sepsis. Le contrôle de l'infection, la stabilisation cardiovasculaire, hein, s'il y a un choc, il faut donner des liquides, des vasopresseurs, et la modulation de la réponse septique. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer la réponse de l'autre à l'infection? Eh bien, sur le plan de l'infection, très brièvement, est-ce que vous pensez que les antibiotiques sont efficaces ou pas? Si vous croyez que c'est efficace, ben alors logiquement, on n'a pas besoin de beaucoup d'études cliniques pour dire qu'il faut des antibiotiques précocement dans ces situations très graves, et il faut des antibiotiques adéquats qui couvriront pour le micro-organisme en cause. C'est amusant de voir que Paul Ehrlich, en 1913, a déjà énoncé cela. Je l'ai traduit ici, mais en fait, il l'a dit en français, « tapez vite et tapez fort ». Ça, c'était sa phrase très célèbre. Avant même qu'il y ait des antibiotiques en 1913, mais on faisait avec ce qu'on pouvait, avec les anti-infectieux que l'on pouvait. Et donc, il y a intérêt à donner les antibiotiques relativement précocement. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos amis américains aiment bien tick box, ils aiment bien s'assurer que c'est donné en l'heure. Moi, je dirais le plus vite possible, et c'est là qu'effectivement, il faut pouvoir enseigner les choses à nos collègues. On parle du golden hour dans le trauma, hein, l'heure d'or, pendant laquelle il faut faire beaucoup de choses pour éviter les complications du polytraumatisme. On parle bien sûr de la rapidité d'intervention dans l'infarctus, dans l'accident vasculaire cérébral, et bien ici aussi, on parle parfois de septic clock, mais le temps compte aussi. Si on veut couvrir pour tous les micro-organismes, il faut savoir que certains malades qui développent des infections nosocomiales à l'hôpital ont évidemment besoin d'antibiotiques peut-être à plus large spectre. Ce n'est pas seulement le staphylocoque dont on parle beaucoup dans la presse, encore maintenant, les choses bougent, et aujourd'hui c'est plutôt des grammes négatifs, le pseudomonas, qu'on appelle souvent le piocyanique en Belgique et en France, le Klebsiella, l'acinetobactère, qui devient un germe extrêmement problématique. Et donc ces germes-là, ces micro-organismes-là, peuvent devenir résistants à la plupart des antibiotiques que nous avons disponibles aujourd'hui. Et si vous voulez un petit moyen mnémotechnique, on parle parfois de escape pour nous rappeler les germes les plus problématiques. L'entérocoque, le staphylocoque, toujours bien sûr, le Klebsiella, l'acinetobactère, le pseudomonas, l'entérobactère. Et donc face à ces situations très difficiles de germes qui peuvent être résistants, il est important de ne pas limiter la relation entre le patient et le médecin, mais d'impliquer des spécialistes en maladies infectieuses qui vont venir voir le malade avec nous et décider du traitement antibiotique avec nous. Il y a un travail de team qui est extrêmement important. D'autant qu'il faut revoir cette stratégie antibiotique dès qu'on a les résultats de laboratoire. Never change a winning team. Non, ça n'est pas vrai en antibiothérapie. Si on peut le faire, il faut pouvoir limiter le spectre
des antibiotiques. Donc après quelques jours, on fait ce qu'on appelle une désescalade en termes de spectre antibiotique. Alors plutôt que d'avoir des durées d'antibiotiques qui sont déterminées à l'avance, on préfère aujourd'hui, comme je vous le disais, essayer peut-être de répéter les mesures de ces marqueurs du sepsis de manière à individualiser la durée du traitement antibiotique chez les malades graves. Parce que plus la pression antibiotique est importante, plus le risque de résistance bactérienne est important, et donc il y aura un prix à payer alors à l'avenir. Il était important aussi évidemment de contrôler la source d'infection le plus vite possible. C'est parfois un problème dans nos hôpitaux. Les sources principales, c'est les Big Five, donc c'est les poumons, l'abdomen, les urines, la peau et les cathéters si le malade est déjà hospitalisé. Et donc il faut essayer de contrôler la source le plus vite possible, ce qui n'est pas toujours facile en termes d'organisation. Si vous avez un malade qui a une péritonite qui a besoin d'une intervention urgente, parfois, il n'y a pas de salle d'op libre, le chirurgien est occupé, l'anesthésiste n'est pas disponible, et ce sont des questions que nous devons effectivement prendre en charge pour que la qualité des soins soit la meilleure possible. La stabilisation hémodynamique, je ne vais pas vraiment en parler. Simplement, je peux vous donner un petit moyen mnémotechnique que nous donnait mon ancien patron. Vous avez entendu que j'ai été formé par le Dr. Weil, qui est un pionnier dans le domaine, et il disait « chaque malade est un VIP ». Et V, c'est pour l'oxygénation, la ventilation. I, c'est infuse. Un mauvais ami en français serait infusion, mais ce n'est pas infusion, c'est perfusion intraveineuse. Il faut donner des liquides intraveineux. Et P, c'est pump. Il faut souvent donner des agents vasopresseurs comme la noradrénaline pour supporter la circulation. Alors, bon, il y a effectivement beaucoup de choses à faire dans la prise en charge initiale de ces malades. C'est un petit peu comme dans le domaine du traumatisme. Vous savez, dans le domaine du traumatisme, aujourd'hui, il y a un team captain qui commande aux autres. Toi, tu mets un cathéter, toi, tu appelles la radio, toi, tu appelles le chirurgien. On va voir, toi, essaye de voir là dans l'abdomen, fais un écho pour voir s'il n'y a pas de sang, etc. Nous avons besoin de team pour prendre en charge ces malades compliqués. Eh bien, c'est un peu la même chose pour le sepsis. Et donc, aujourd'hui, de par le monde, nous essayons de développer des sepsis teams qui vont mettre les cathéters ici ou là, qui vont effectivement lancer les différentes procédures radiologiques, qui vont s'assurer que les échantillons sanguins sont bien partis au laboratoire, qui vont donner des liquides intraveineux, donner des médicaments, apprécier la fonction cardiaque, etc. Et donc, tout ceci nécessite beaucoup de personnes. Et donc, si on arrive sceptique à l'hôpital à 3 heures du matin, il faut réaliser ça. Il faut que la société soit prête à apporter un team qui puisse tout faire en même temps, parce que tout est urgent. Et chez nous, nous avons ce qu'on appelle un labo de choc, et effectivement, nous avons des équipes de sepsis, ou de réanimation, parce que c'est la même équipe pour le trauma ou pour d'autres affections graves, qui sera immédiatement là. Je voudrais terminer avec la modulation de la réponse septique. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la réponse de l'hôte à l'infection? Ça peut être très court, parce que malheureusement, là, on n'a pas fait beaucoup de progrès encore. On a essayé des anticorps anti-TNF, le TNF étant une de ces cytokines qui, un petit peu le général de l'armée, la cytokine qui excite un peu tout autour de lui, l'interleukine 1, enfin on a essayé plein de choses, qui ont finalement marché dans le domaine de l'arthrite rhumatoïde et de la maladie de Crohn, dans les mains des rhumatologues et des gastro-entérologues, mais qui malheureusement n'ont pas été couronnés de succès dans le domaine des soins intensifs. Oui, on a eu un médicament, la protéine C activée, et la drotricogine alpha activée. Et avec Pierre-François Laterre à Louvain et d'autres, on a, enfin c'est une étude mondiale, hein, Gordon Bernard est américain, nous avions montré une amélioration de la survie avec ce produit qui a été commercialisé sous le nom de Xigri. C'était cher, 7 000 € le traitement, mais pour sauver des vies. Et on a réussi quand même à comprendre par quel mécanisme ça fonctionne. Ce n'est pas seulement en altérant la coagulation, puisque tout médecin sait que la protéine C activée est un anticoagulant naturel de notre organisme, mais la protéine C activée agit à bien d'autres endroits, au niveau principalement microcirculatoire. Et puis, boum,
malheureusement, les autorités européennes, suite à toute une série de discussions que je n'ai pas le temps de décrire, ont demandé une autre étude contrôlée par placebo, et cette étude publiée récemment est totalement négative. Et donc le médicament a été retiré du marché, il n'y a plus de Xigri disponible nulle part dans le monde. Ça a été comme un électrochoc pour nous, nous avions un médicament, on n'a plus. Pourquoi? Ben bon, on pourrait discuter de ça longtemps, mais cette étude avait inclus des malades dont le taux de mortalité finalement était assez faible, et donc il était très difficile de montrer une amélioration de la survie quand on part d'une telle population. Mais ceci dit, d'autres études portant sur des récepteurs cellulaires, les Toll-like receptor 4, ont été aussi négatives. Nous venons de publier ce papier dans le JAMA tout récemment. On a essayé des substances qui peuvent peut-être protéger le tube digestif, comme la talactoférine, qui est finalement un dérivé du lait, mais avec des résultats qui n'ont pas été bien meilleurs. On a essayé d'autres stratégies. Malheureusement, les études sont négatives l'une après l'autre. À telle enseigne qu'aujourd'hui, en 2013, nous sommes assez concernés par le fait que l'industrie se désintéresse un petit peu de notre domaine parce que c'est plus facile de développer un nouveau anticancéreux et de mettre son argent là que de développer un médicament dans le domaine du sepsis. Et donc, si dans l'industrie vous parlez de sepsis, non, ça c'est malheureusement le cimetière de nouvelles molécules. Et donc, je voudrais souligner le fait que le sepsis n'est pas nécessairement toujours délétère. On a besoin d'une armée pour se défendre en cas d'invasion. Et expérimentalement, quand vous donnez un anti-TNF à un animal qui a juste une pneumonie, eh bien, il y a plus de bactéries dans les poumons, et il y a plus de bactéries dans le sang. Mais quelque part, ça a un sens. Et donc, le sepsis, quand c'est out of control, quand ça devient non contrôlé, peut être délétère, mais il ne s'agit pas de donner, par exemple, des corticoïdes à tous les malades, ce serait trop simple. Et alors, il y a cet élément très important dans la physiopathologie, c'est qu'il n'y a pas seulement une réaction pro-inflammatoire, dont je vous parlais, il y a aussi une réaction anti-inflammatoire. C'est-à-dire que les malades qui ont développé un sepsis, au départ, peuvent être dans un état très inflammatoire, mais assez vite, ils peuvent passer dans un état plutôt d'immunosuppression. Et donc, aujourd'hui, on parle de PAMS, de DAMS, etc., mais il n'y a pas que l'hyperinflammation, il peut y avoir l'immunosuppression qui mène alors à des infections récurrentes qui peuvent mener au décès. Alors, face à tout ça, j'ai une autre comparaison, qui est celle des différents breuvages que nous pouvons prendre. Hier soir, moi j'ai bu pas mal de vin, mais ce matin, je n'ai pas pris de vin, j'ai pris du café. Hier soir, je n'ai pas pris de café. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est que dans le sepsis, si vous donnez le même médicament à tout le monde, peut-être que ce n'est pas adéquat. S'il y a effectivement cette évolution de la réponse de l'individu. Et prendre tout le temps du vin, c'est pas bon. Et prendre tout le temps du café, c'est pas bon. Et donc, il faut essayer de sortir de cette hétérogénéité, parce que dans beaucoup d'études, quand on essaye un nouveau médicament, s'il n'y a pas de différence en termes de mortalité, c'est peut-être parce qu'il y a certains malades qui ont quand même bénéficié de votre intervention, mais il y a peut-être d'autres malades qui ont été plutôt altérés par cette intervention. Et donc, cette hétérogénéité, il faut vraiment la prendre en compte. Et trop souvent, on est impressionné par le nombre de malades. Oh, on a 10 000 malades, 100 000 malades dans notre étude, si vous voulez. Ma comparaison ici est celle de la pénicilline dans le sepsis. Imaginez qu'on essaye la pénicilline comme antibiotique dans le tout venant des malades septiques. On ne verrait pas d'effet. Au contraire, certains malades vont développer des allergies à la pénicilline. On va dire, oh là là, mais c'est mauvais comme tout ça. Arrête, jette cette pénicilline. Pourquoi? Mais parce que la pénicilline ne sera efficace que dans un petit sous-groupe de malades qui ont une infection à gram positif sensible à la pénicilline. Et donc, si on regarde une très grande cohorte, ça peut être 100 000 malades, on ne trouvera pas que la pénicilline peut être efficace, parce qu'aujourd'hui, la pénicilline est efficace seulement chez un tout petit nombre de malades qui ont effectivement
le pneumocoque par exemple, qui est très sensible à la pénicilline. Et donc on essaye trop d'avoir, comme avec un interrupteur, ça marche ou ça ne marche pas, ton truc. Mais non, il faut peut-être essayer d'avoir, et c'est là que nous sommes aujourd'hui, peut-être des populations mieux ciblées. En fait, on peut même se demander si les médicaments ne seraient pas efficaces dans toutes les formes d'hyperinflammation, quelles qu'elles soient, et expérimentalement, chez l'homme qui reçoit de l'endotoxine pour reproduire la réponse septique, on voit que la réponse n'est pas très différente de celle de malades qui sont traumatisés. Peut-être parce qu'il y a aussi des DAMS qui sont des Danger Associated Molecular Patterns. En d'autres termes, nous pouvons peut-être réagir de la même façon à différents types d'affections. Peut-être aussi parce que notre tube digestif, qui comme vous le savez est plein de bactéries, peut lui-même larguer des bactéries dans notre organisme. Et donc nous aurons besoin de biomarqueurs pour identifier les malades. C'est ce que nous avons dans d'autres études. Juste en passant, parce que je me rends compte que j'arrive au terme du temps qui m'était imparti, je peux vous parler d'autres substances qui sont à l'essai, comme la phosphatase alcaline qu'on utilise. La phosphatase alcaline, mais c'est un test sanguin, ça, pour voir s'il n'y a pas de cholestase. Eh bien, la phosphatase alcaline est en fait une substance qui peut se combiner à l'endotoxine. Et chez l'animal qui a une péritonite, nous avons montré que ça peut éventuellement avoir des effets protecteurs. Alors, il y a aussi des techniques d'épuration extracorporelle, des techniques plus sophistiquées que l'hémodialyse ou l'hémofiltration. Si j'ai encore une minute, Monsieur le Président, je voudrais bien souligner une chose pour encore vous montrer la complexité du phénomène. Si maintenant on parle de formes moins graves de réaction inflammatoire à l'infection, la fièvre, est-ce que vous pensez qu'il faut traiter la fièvre? Dans tous les hôpitaux, quand l'infirmière note que le malade a 38,5, il ou elle appelle le médecin en disant « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux donner quelque chose pour la fièvre ?» Le médecin dit « Oh, oui, donne quelque chose pour la fièvre. Oui, bien sûr, un peu de paracétamol. » Mais est-ce que c'est raisonnable? Si vous voulez, la valeur normale à notre température, c'est entre 36,3 et 37,5. D'après ici, des mesures sur plus de 25 000 patients. OK. Mais pensez à Hippocrate, il disait « Donnez-moi la fièvre, je traite n'importe quelle maladie. » Et il y a effectivement toute une série d'observations qui nous disent que la fièvre, mais quand on y pense, c'est préservé tout au long de l'évolution animale, depuis la drosophile jusqu'à l'homme. Est-ce que c'est si raisonnable de combattre la fièvre? La fièvre a toute une série d'éléments stimulants au niveau de notre corps, et voilà qui ne doit peut-être pas être traité aussi facilement que cela. Regardez une expérience réalisée en 1975 sur des poikilothermes. Vous savez, ces animaux dont la température est directement influencée par la température extérieure. Ce sont des lézards qu'on infecte. Et bien voilà la survie quand la température ambiante est de 42, 40, 38, 36, 34. À votre avis, bang! La survie est meilleure quand le lézard est mis dans une température ambiante plus élevée. Chez nos moutons, nous faisons des études sur les moutons avec péritonite, eh bien, ceux qui peuvent faire plus de température ont une meilleure survie. Donc la fièvre est peut-être plutôt protectrice que délétère dans les infections. Alors vous allez, c'est intéressant aussi, de se rappeler qu'il y a quelques dizaines d'années, oui, on a essayé d'induire des hyperthermies, hein? Beaucoup d'entre vous le savent certainement, notamment pour le traitement de syphilis, d'infections à gonocoque ou de méningite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Julius Wagner-Jaurek, mais il a eu le prix Nobel en 1927 parce qu'il a donné la malaria. Il a induit de malaria à des personnes pour traiter la syphilis tertiaire. Il a eu le prix Nobel pour ça. Donc, avant de prendre, évidemment on ne va pas chauffer le malade, mais vous et moi nous prenons de l'aspirine quand on a la grippe. Pourquoi? Ben parce qu'on veut continuer à fonctionner, on a envie de travailler, on a envie de se sentir bien. Mais attention tout de même que si nous étions dans un état grave, il ne faut peut-être pas nécessairement
traiter la fièvre. Sauf peut-être quand il y a des problèmes neurologiques importants, mais très superficiellement, il faut quand même réfléchir avant de donner des antipyrétiques à nos malades. Je termine donc ici en espérant vous avoir montré que le sepsis est une réaction extrêmement complexe, mais qui a effectivement évolué tout au long des millénaires. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de l'influencer par les traitements modernes. Mais nous devons faire des progrès parce que la mortalité est élevée. Donc il faut continuer à bien comprendre cette affection et essayer de mieux coordonner les efforts de l'armée qui lutte contre cet envahisseur. Heureusement, il y a encore d'autres thérapies dans le pipeline, comme on dit. Il y a d'autres thérapies qui sont à l'essai ou qui le seront prochainement. Et donc, ne soyons pas déprimés. J'espère que ma présentation ne vous a pas déprimé. Il y a encore pas mal de choses à faire et nous devons y travailler ensemble. C'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir en parler à l'Académie de médecine. Mais il était important que nous en parlions aussi autour de nous. C'est un sujet très, très difficile, très complexe, mais il faut que les gens se rendent compte que nous devons faire des progrès dans le domaine si nous voulons diminuer la mortalité et les complications graves de ces affections. Et il faut essayer d'ailleurs d'y intéresser l'industrie, parce que c'est comme ça que nous pourrons avoir de nouveaux médicaments, intéresser les autorités pour avoir le support. Ce n'est pas seulement de nouveaux antibiotiques qu'il faut, c'est d'autres substances. Et il faut ainsi avoir des efforts coordonnés entre toute une série de personnes qui peuvent jouer un rôle dans ce processus extrêmement complexe. Merci beaucoup.